Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire, merci d'être parmi nous. Je suis Léonore Moyon, je suis responsable événements et ressources chez Réseau Alliance. Merci de nous rejoindre ce midi, on va passer une petite heure ensemble et je suis accompagnée ce midi d'Ophélie, docteur en psychologie et chargée de prévention en QVCT chez MOA. Hello Ophélie. Hello, bonjour Léonore et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la semaine de la QVCT et la stratégie à impact autour de ce sujet. Alors attention, si je dis pas de bêtises Ophélie, la semaine de la QVCT, elle aura lieu du 16 au 20 juin, c'est ça, hein? Tout à fait, exactement. C'est toujours la troisième semaine du mois de juin. Donc ça varie un petit peu au niveau des dates chaque année, mais voilà, exactement. Tu as tout à fait raison. Nous, ce qu'on avait envie de vous faire comprendre ce midi, c'est comment cette semaine de la QVCT, elle peut être un levier pour initier initier ou structurer une vraie stratégie QVCT à impact au sein de votre organisation. On a envie de peut-être voir comment on peut sortir de cette semaine un peu one shot entre guillemets et de transformer cette semaine en véritable catalyseur de transformation durable sur le sujet. Mais avant qu'on rentre dans le sujet, dans le vif du sujet, je vous propose de présenter Réseau Alliance pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Je vois qu'il y a encore des participants qui arrivent. Alors, on va faire entrer toutes les personnes. Donc, je le disais, Réseau Alliance, en quelques mots très brièvement, on est le premier réseau des acteurs économiques engagés pour une économie plus responsable dans les Hauts-de-France. On a été créé il y a plus de 30 ans par et pour des acteurs économiques avec pour objectif d'améliorer l'impact social et environnemental des entreprises de notre territoire, donc les Hauts-de-France. On est basé à Marc-en-Barœul, près de Lille, au sein du campus Entreprises et Cités. Et aujourd'hui, on fédère 350 adhérents et partenaires, des TPE, des PME, des grandes entreprises, des organisations, des associations, des établissements d'enseignement supérieur également. Toute taille, tout secteur d'activité confondu. Et on organise chaque année plus de 80 événements, comme des visites d'entreprise, des ateliers, des groupes de travail ou encore des after-work pour permettre vraiment à notre écosystème de se rencontrer, d'échanger et de découvrir des expertises et des retours terrain concrets, on va dire. On a deux grands temps forts dans l'association, le World Forum qui s'est déroulé cette année fin novembre et qui aura lieu en 2025 les 25 et 26 novembre. Les trophées de l'économie responsable qui récompensent chaque année des entreprises et des organisations innovantes en matière d'économie responsable. Au-delà du World Forum et des trophées, on accueille plus de 6500 participants chaque année à ces rencontres tout au long de l'année. On propose à nos adhérents également des accompagnements en collectif pour se former et monter en compétence sur les enjeux du moment, définir sa stratégie bas carbone, formaliser sa démarche RSE, transformer son modèle économique. Des sujets également aussi autour de la QVCT, on va vous en parler juste après avec Ophélie. On est également organisme de formation certifié Calliope. On produit aussi plus de 150 contenus par an, ce qui fait qu'aujourd'hui, on dispose d'un important vivier de ressources et d'outils pensés pour mobiliser et embarquer les collaborateurs et les parties prenantes. On a des modules apprenants, des fiches pratiques, des vidéos, des articles, etc. Et on est également connecté au monde académique et à plus de 75 réseaux en région, mais également dans toute la France ainsi qu'à l'international, ce qui nous permet vraiment d'offrir à nos adhérents des opportunités uniques de collaboration et d'échange. Je le disais juste avant, mais la force de notre réseau, c'est vraiment la diversité. On réunit des entreprises et des organisations de toute taille, tout secteur d'activité confondues, mais en partageant les mêmes préoccupations. Du coup, on anime tout au long de l'année des communautés de professionnels, référents RSE, dirigeants, responsables RH, référents mobilité, etc. Donc, on réunit un grand nombre d'acteurs qui partagent des bonnes pratiques et qui progressent collectivement. Voilà pour la petite remise à niveau pour resituer Réseau Alliance. Ophélie, si ça te va, je te laisse prendre la main, présenter moi et nous parler un petit peu du vif du sujet. Je pense que tu peux prendre la main sur le PowerPoint également. Ok, merci beaucoup Léonore pour cette introduction. Donc effectivement, mon rôle aujourd'hui à vos côtés, ça va être de vous parler de qualité de vie et conditions de travail, de vous expliquer ce que c'est, ce que ça n'est pas, pourquoi c'est important de mesurer la perception de la qualité de vie et conditions de travail, de la santé au travail auprès de ses collaborateurs et qu'est-ce qu'on peut mettre en place à l'occasion de la semaine de la QST qui est quand même un grand temps fort dans l'année pour faire en sorte que l'impact de
nos actions à ce moment-là soient vraiment durables et justement un impact durable sur les collaborateurs, sur la structure de l'entreprise, sur la performance, etc. Parce que la qualité de vie et conditions de travail, c'est certes prendre soin du bien-être et de la santé des collaborateurs, mais pas que. C'est aussi, par la même occasion, rendre son entreprise et ses équipes beaucoup plus performantes. Donc, par rapport à cette introduction, je vais donc rentrer dans le vif du sujet juste après. Je vais quand même prendre le temps de me présenter un petit peu, même si Léonore m'a introduit tout à l'heure, et merci beaucoup pour ça. Donc, effectivement, moi, je suis Ophélie Glacher, je suis donc de métier psychologue et docteur en psychologie, et donc j'ai rejoint l'entreprise MOA il y a presque 4 ans maintenant. C'est une entreprise donc, qui a été cofondée par Quentin et Valentin, qui sont tous les deux très engagés sur l'amélioration de la santé, notamment de la santé au travail, avec une mission qui est la suivante, hein, donc révolutionner la prévention santé au travail et dans toutes les sphères de la vie, pour permettre à chacun de vivre plus longtemps, le plus longtemps possible, en bonne santé mentale, physique et relationnelle. Je pense que vous le savez comme moi, on passe quand même dans sa vie énormément de temps au travail. Et donc, le travail peut être à la fois quelque chose de très positif pour la santé, un facteur d'épanouissement important, mais malheureusement, quand les conditions ne sont pas réunies ou quand on observe un certain nombre de facteurs de risque dans le cadre du travail, il peut aussi avoir un impact délétère sur la santé, et c'est justement ce qu'on cherche à éviter avec une démarche de prévention et de qualité de vie et conditions de travail. Donc, ce que je fais au quotidien dans les entreprises, eh bien, j'accompagne donc, comme le disait Léonore tout à l'heure, et ça rejoint aussi la mission du réseau Alliance, hein, des entreprises vraiment de toute taille, de secteurs d'activité très différents, dans la mise en place de leur stratégie de qualité de vie et conditions de travail, avec une méthodologie que nous, on a eu l'occasion de développer, notamment avec l'Université de Lille, et qui permet vraiment on va dire, d'intégrer vraiment tout le monde au sein de cette stratégie, à la fois l'équipe de direction, l'équipe RH, les CSE, mais aussi et surtout eh bien, les collaborateurs, puisque, on le verra un petit peu plus loin dans le webinaire, mais la qualité de vie et conditions de travail, c'est pas qu'une affaire de RH, c'est l'affaire de tous au sein de l'entreprise. Et donc, c'est hyper important aussi que dans la méthodologie qu'on a pu mettre en place, on y intègre justement toutes les parties prenantes de l'entreprise et le collaborateur aussi. Donc voilà en tout cas pour cette introduction. Quand on parle de la semaine de la QST, qu'est-ce que c'est? Eh bien déjà, c'est une initiative de l'ANACT qui a trouvé en tout cas que ce serait une excellente idée de mettre en avant, de promouvoir en tout cas la qualité de vie et conditions de travail à l'échelle nationale avec une semaine dédiée en juin, toujours au mois de juin. Et donc, c'est l'occasion pour de nombreuses entreprises de mettre en place des actions comme on peut le voir ici à l'écran, hein, des actions qu'on rencontre assez souvent, comme parfois des formations, des petits déjeuners, des ateliers bien-être, des séminaires, des team building, des barbecues, etc. Et donc, les entreprises ont parfois un fil conducteur et mettent autour de ce fil conducteur plusieurs interventions en place. C'est de très chouettes initiatives, mais ce que l'on observe souvent et ce que nous rapportent en tout cas beaucoup d'entreprises, c'est que il y a un petit peu un effet soufflé qui se met en place, c'est-à-dire qu'on est très content sur le moment. C'est souvent des initiatives qui ont un impact assez important et qui sont perçues de manière très positive par les collaborateurs, mais dont l'impact n'est pas vraiment durable. Parce que tout simplement, on n'a pas pris le temps, en tout cas, de demander d'abord aux collaborateurs ce dont ils avaient le plus besoin. Est-ce que, par exemple, dans une équipe qui est en souffrance parce que les pratiques managériales ne sont pas adéquates, est-ce que leur mettre en place un atelier sur l'alimentation, c'était la bonne chose à faire? Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, il n'y avait pas vraiment de lien entre les besoins des collaborateurs et ce qui était mis en place dans la semaine de la QST. L'objectif, justement, c'est de créer du lien un petit peu entre tout ça et surtout de détecter, en fait, quels sont les besoins réels des collaborateurs et de pouvoir mettre en place derrière des actions qui ont un impact réel et durable là-dessus. Je vous donne un exemple concret. On a commencé à travailler avec une entreprise, hasard du calendrier. Le début de l'accompagnement, en fait, se faisait autour du mois de juin. Et donc, ils ont souhaité effectivement mettre en place des actions dans le cadre de la semaine de la QVCT, mais qui pour eux étaient aussi l'occasion de poser les premières briques de leur stratégie de QVCT. Et donc, ce qui était intéressant avec eux, c'est que
plutôt que de se lancer comme ça de but en blanc sur des actions un petit peu décousues, on a tout de suite souhaité avec eux créer du lien sur certes le fait de mettre en place des temps forts, mais de le faire vraiment de manière consciente et dans l'idée que ça sert vraiment de base à ce qu'on allait mettre en place après. Et donc, par exemple, avec eux, on a pu mettre en place des ateliers de co-construction avec les collaborateurs. Donc, ils avaient mis en place leur enquête. Et donc, on a animé avec eux ce qu'on appelle donc, les ateliers objectifs mieux-être, qui ont pour vocation d'échanger en direct avec les collaborateurs et d'identifier avec eux ce qu'on appelle les roses. Donc, les roses, c'est tout ce qu'ils apprécient au quotidien au regard de leurs conditions de travail, hein, les fiertés, les réussites. Ça peut être par exemple la flexibilité, le télétravail. Ça peut être aussi une confiance, de bonnes relations envers la hiérarchie, envers ses collègues, etc. On va identifier aussi avec eux les épines. Donc là, ici, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire les difficultés, les freins ou des situations problématiques qu'on peut retrouver dans le cadre de son travail. Ça peut être, par exemple, de mauvaises relations en interne, ça peut être des conflits, ça peut être aussi des difficultés à prioriser et du coup, un stress qui va être particulièrement important. Et enfin, on identifie avec eux ce qu'on appelle les bourgeons. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça nous a permis avec les collaborateurs de commencer à co-construire un plan d'action, c'est-à-dire d'identifier avec eux, en partant notamment des épines, des problématiques qu'ils avaient identifiées, des actions à mettre en place pour résoudre ces problématiques. Okay, donc, par exemple, sur la notion de priorisation, ça va être comment on améliore de manière très concrète certains process internes qui existent depuis très longtemps, mais qui ne sont plus du tout à jour et qui sont clairement un frein à l'épanouissement et à l'efficacité. Ça va avoir un impact vraiment durable sur tout simplement l'organisation de l'entreprise et sur le bien-être au long terme. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres d'actions que l'on peut mettre en place dans la semaine de la QVCT et qui permettent justement, qui sont une base en fait, qui permettent de poser les premières briques de sa stratégie. Donc, effectivement, nous, chez MOA, on a vraiment ce parti pris de dire que la qualité de vie et conditions de travail, c'est pas qu'une semaine par an, mais en réalité, c'est toute l'année qu'il peut mettre en place. Il n'empêche qu'on peut tout à fait mettre en place des temps forts pendant la semaine de la QVCT, mais ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est de mettre en place des choses que pendant la semaine de la QVCT et de ne plus du tout s'intéresser à ce sujet, en tout cas sur le reste de l'année, pour éviter l'effet soufflé dont je parlais tout à l'heure. Alors, ce que je vous propose aussi, c'est de vous faire une synthèse de ce qu'est la qualité de vie et conditions de travail pour qu'on parle tous le même langage et parce que je sais d'expérience qu'on n'a pas tous le même niveau de connaissance quand on parle de QVCT. On peut avoir aussi des petits a priori, des préjugés sur ce que c'est et sur ce que ça n'est pas. Par exemple, ça m'est arrivé d'entendre des personnes qui spontanément disaient « Oui, la QVCT, c'est le baby-foot dans la salle de pause ou c'est le panier de fruits le lundi matin ». Voilà, donc ça, par exemple, c'est un petit peu des idées reçues sur ce qu'est vraiment la QVCT. Alors, je ne dis pas que c'est mal, au contraire, c'est des très bonnes initiatives si, en tout cas, ça fait plaisir aux collaborateurs, mais ce n'est pas fondamentalement ce qui va faire passer un salarié de je ressens de la souffrance, de la détresse au travail, versus je me sens épanoui et heureux de venir travailler au quotidien. D'accord ? Ce n'est pas ce type d'initiative qui va vraiment changer la donne. Pour mettre en place des actions qui vont avoir un impact durable et qui sont vraiment en lien avec la QVCT, il y a un certain nombre de dimensions qui sont à prendre en compte et c'est celles que vous voyez à l'écran ici. Donc, c'est des dimensions qu'on ne sort pas de notre chapeau, qui proviennent d'un référentiel de l'ANACT et je vais vous donner quelques exemples sur chacune d'entre elles. Et si d'ailleurs vous avez des questions, vous voulez aussi faire le lien avec des choses qui vous passent en tête ou des choses que vous avez pu voir ou des questionnements que vous avez dans votre propre entreprise, surtout n'hésitez pas à lever la main, à ouvrir votre micro, ça peut être aussi un échange à ce moment-là. Donc, la première dimension qui est hyper importante quand on parle de qualité de vie et conditions de travail, c'est de prendre en compte les relations sociales, ce qu'on appelle aussi les relations professionnelles. Les relations professionnelles, c'est pas seulement le fait de bien s'entendre entre collègues, même si c'est hyper important, mais c'est aussi la qualité des relations que l'on va pouvoir avoir au sein des équipes avec le management, avec l'équipe de direction, ça va être aussi la notion de confiance, et aussi avec toutes les parties prenantes externes. Nous, on accompagne aujourd'hui beaucoup d'établissements médico-sociaux, dont des professionnels qui travaillent en EHPAD. Eux,
les relations sociales, on les considère aussi du point de vue des relations qu'ils vont avoir avec les bénéficiaires, avec les résidents, avec les familles, etc. Ça peut être dans des entreprises avec des clients, avec des partenaires, avec des prestataires. C'est important aussi de prendre en compte ces relations-là et la qualité de ces relations. Pourquoi? Parce que, admettons que dans une entreprise, au niveau des relations, tout se passe bien en interne, mais que, par exemple, quelqu'un qui va être dans une équipe production ou relation client soit assez fréquemment en lien voilà, avec des clients qui vont avoir certaines exigences, qui vont communiquer pas toujours de façon très constructive, qui peut se retrouver un petit peu en souffrance vis-à-vis de ça parce que pas armé justement pour communiquer auprès de ce type de personnes et aussi gérer les émotions en lien avec, par exemple, la gestion du conflit. Okay. Donc, quand on parle de relations sociales, on prend en compte toutes les relations qu'on considère dans le cadre de son travail. C'est aussi une dimension dans laquelle on va intégrer, par exemple, la notion de transmission d'informations, avoir les bonnes informations au bon moment pour faire son travail dans de bonnes conditions. C'est aussi ce qu'on va intégrer, en tout cas, dans cette dimension. On va parler ici aussi de dialogue social, d'expérience aussi. On sait qu'il n'est pas toujours évident au sein des entreprises de réunir et de mettre d'accord les différents acteurs que sont la direction, les responsables RH, les membres du CSE. Il peut y avoir des désaccords et dans tous les cas, c'est important aussi d'intégrer ces relations-là, ce qu'on appelle le dialogue social, dans cette démarche parce que clairement, si on n'avance pas main dans la main, on avancera difficilement en tout cas. Sur les pratiques managériales, ici, on va parler vraiment de la confiance envers le management, on va parler de la posture managériale en place, des rituels managériaux aussi. C'est une notion qui est souvent oubliée, mais qui est particulièrement importante. Est-ce que dans mon équipe, en tant que manager, j'ai pu mettre en place, et j'ai eu la liberté de mettre en place des rituels qui sont pertinents? Parfois, on peut être face à des équipes qui mettent en place certains rituels qui ne sont pas hyper pertinents, qui sont trop nombreux, etc. Ça peut être aussi un travail à réaliser au niveau managérial que de remettre en question ces rituels et de les rendre peut-être plus efficaces, moins nombreux, plus pertinents. Donc voilà, on va aussi parler dans les pratiques managériales de la notion du feedback, qui est une notion hyper importante aussi. Comment faire un feedback qui est constructif, qui soit positif ou négatif, hein, d'accord? Un feedback n'a pas forcément vocation à être toujours positif. C'est aussi important de pouvoir mettre les formes et d'expliquer clairement quelque chose, en tout cas un travail qui n'a pas été satisfaisant, avec des axes d'optimisation et d'amélioration derrière. Donc voilà, en tout cas, quand on parle de management, on parle de tout ça. On parle de faire en sorte aussi d'avoir une certaine standardisation dans les valeurs managériales au sein de l'entreprise, hein, de ne pas non plus avoir, sans non plus tomber dans le trop standardisé, mais d'avoir des managers qui ont des cultures managériales très différentes au sein de l'entreprise, parce que derrière, ça peut générer des perceptions d'inégalité de traitement aussi au sein des équipes. Donc c'est aussi des sujets qu'on peut prendre en compte quand on parle de pratiques managériales. La troisième dimension, voire les deux prochaines, je vais les mettre ensemble, c'est l'organisation et le contenu du travail. L'organisation, on va toucher ici vraiment à l'organisation du temps de travail. On va toucher aussi à la flexibilité, que ce soit dans l'organisation du temps de travail ou dans la réalisation des tâches et de ses projets. On va parler aussi de niveau d'autonomie et puis on va parler aussi de process interne. D'accord. Dernièrement, j'ai pu travailler avec une entreprise où ils avaient des gros sujets en fait, au sein d'une équipe parce que, en fait, ils étaient tout le temps dans l'opérationnel et très difficile de faire un pas de côté pour se dire, en fait, les process qu'on a en place dans l'équipe, ils sont plus du tout à jour, ils sont pas performants et ils nous bloquent. Et donc, c'est aussi un travail à faire sur l'organisation même du travail. Donc, sur le temps de travail, sur la flexibilité et sur l'organisation des process. Et sur la notion d'autonomie, une chose aussi importante, c'est que souvent, on prône un grand niveau d'autonomie comme un petit peu le Graal. La réalité, elle est tout autre. Hein. Le niveau d'autonomie qui est adéquat, c'est celui qui va s'adapter aussi au niveau d'expérience et d'expertise, par exemple, de la personne managée, et aussi tout simplement de ses besoins à elle en particulier. D'accord ? Donc, par exemple, ce ne serait pas forcément hyper pertinent de donner un très grand niveau d'autonomie à une personne qui est encore junior, avec un profil par exemple alternant, qui pourrait se sentir un petit peu dépassé, un petit peu... alors une fois, on m'a transmis cette image-là qui m'avait fait en même temps sourire, mais en même temps, je trouvais hyper... qui était vraiment en lien avec ce que j'essaie d'exprimer, c'est j'ai eu l'impression qu'on m'a
jeté à la mer avec une bouée trouée, pour vraiment illustrer cette notion de on m'a jeté trop vite dans le grand bain, en fait. Donc un trop grand niveau d'autonomie par rapport à un niveau d'expertise qui était encore trop junior. Donc voilà en tout cas sur l'organisation et le contenu du travail. Et sur l'évolution et l'égalité professionnelle, moi j'aime bien parler ici de parcours collaborateur au sens large, c'est-à-dire tout ce qui va se passer du recrutement jusqu'à une éventuelle sortie de l'entreprise pour diverses raisons et qu'on espère le plus tard possible, mais tout ce qui va se passer sur comment je suis recrutée, comment est organisé le recrutement, comment je suis intégrée dans l'entreprise, comment se passe la phase d'onboarding, que ce soit dans l'accueil qui m'est réservé d'un point de vue humain et d'un point de vue des relations humaines au sein de mon équipe, ou que ce soit aussi dans la prise en main de mes missions, dans la découverte de l'entreprise. On a aussi toutes les étapes qui suivent. Comment je suis régulièrement évaluée en lien avec mon manager sur mes missions, mes objectifs, comment je monte en compétences, comment je suis formée au sein de mon entreprise et dans quelle mesure j'ai vraiment le souhait en continu d'évoluer au sein de l'entreprise ou non. D'ailleurs, petit aparté, et quand même un élément qui est hyper important, par exemple, dans l'enquête qu'on mène auprès des entreprises, il y a une question qui est assez primordiale, c'est est-ce que je souhaite évoluer dans l'entreprise ? Et moi, clairement, j'ai parfois un signe d'alerte dans certaines entreprises, et surtout dans certains secteurs d'activité, où on a un grand nombre de personnes qui répondent à cette question de façon assez négative. Clairement, le souhait d'évoluer au sein de l'entreprise, c'est un prédicteur, en tout cas quand cet indicateur est négatif, d'un taux de turnover. C'est-à-dire que des personnes qui ne se voient pas évoluer sur le long terme dans l'entreprise sont plus à risque de partir, et donc d'avoir une instabilité au sein de l'équipe. Voilà, petit aparté là-dessus. Globalement, le parcours collaborateur, c'est ça, c'est toutes ces étapes que j'ai citées. Et c'est aussi dans cette dimension d'égalité et d'évolution professionnelle qu'on va retrouver toutes les notions en lien avec l'inclusion et la diversité. Et la dernière dimension ici en jaune, ce sont les conditions de travail. Pour moi, c'est une des dimensions les plus importantes parce qu'elle va y intégrer notamment la dimension de les thématiques de prévention santé au travail. Quand on parle de prévention santé, il y a deux grands champs. Le premier, c'est celui plutôt axé sur la santé mentale, ce qu'on va appeler les facteurs de risque psychosociaux. Et l'autre, plutôt axé sur la santé physique, ce qu'on va appeler la prévention des troubles musculo-squelettiques. Sur les risques psychosociaux, donc plutôt axé santé mentale, eh bien, on va pouvoir retrouver différents facteurs, comme par exemple le niveau de stress et d'anxiété, comme par exemple le risque d'épuisement professionnel ou de burn-out, ou toute forme de violence que l'on pourrait subir dans son travail qui aurait un impact négatif sur la santé mentale. D'autre part, sur la santé physique, la prévention des troubles musculo-squelettiques, ça peut être dans des secteurs d'activité, je reprends l'exemple de l'EHPAD, mais le risque de blessure, mais ça peut être en lien aussi avec les risques liés à la sédentarité. Spontanément, on pourrait se dire, je travaille, donc comme moi, c'est mon cas par exemple, je travaille principalement à mon bureau, bon, je suis assez peu exposée à des risques physiques. Et bien, c'est pas tout à fait vrai. En réalité, il y a aussi certains risques liés à des gestes répétitifs, à la sédentarité, le fait de peu bouger, présente aussi des risques pour la santé physique. Donc, c'est important aussi d'identifier quelque part l'exposition à certains risques et, je fais un petit aparté là-dessus, c'est de toute façon une obligation pour les entreprises. Vous connaissez peut-être le DUERP, donc le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui est une obligation pour les entreprises, associée en tout cas à partir d'un certain nombre de collaborateurs à ce qu'on va appeler le PAPRIPACT, qui est donc le plan d'action associé à l'identification des risques. Donc ça, c'est vraiment une obligation pour les entreprises. Au-delà même du fait de vouloir protéger ses collaborateurs, ça reste une obligation. Et donc, dans la dimension des conditions de travail, deux autres exemples très rapides. On va aussi y intégrer, par exemple, la notion d'équilibre vie pro-vie perso. Alors, quand on parle d'équilibre vie pro-vie perso, bien souvent, on le pense de façon assez simple sur le temps passé au travail versus le temps passé à la maison ou dans des activités qui ne sont pas professionnelles. Eh bien, c'est pas aussi simple que ça, en réalité. La notion d'équilibre vie pro-vie perso se mesure aussi dans la capacité à déconnecter réellement du travail. Dans le secteur hospitalier, ils sont en lien avec d'autres humains, ils vivent des choses assez difficiles d'un point de vue affectif et émotionnel. C'est parfois difficile de déconnecter, de rentrer chez soi et de penser à tout à fait autre chose qu'au travail. Au même titre que
une personne qui travaille par exemple en start-up, qui gère énormément de projets, qui est très sollicitée par son équipe via des outils de communication comme Slack, qui sont aussi accessibles à la maison, et bien là aussi, ça peut être difficile de déconnecter réellement du travail. Donc voilà en tout cas sur les différentes dimensions la qualité de vie et conditions de travail. Et en tout cas, chez MOA, on a aussi ce parti pris de prendre en considération la santé individuelle, donc santé mentale, physique et relationnelle, selon la définition de l'OMS. Donc voilà en tout cas pour la présentation de ce qu'est réellement la qualité de vie et conditions de travail. Ça fait beaucoup d'éléments, ça fait beaucoup de dimensions, beaucoup de thématiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut agir sur tous ces sujets en même temps. D'accord ? C'est un chantier monumental et ce serait même juste pas pertinent en fait. Ce qui est important surtout, c'est de bien connaître là où sont les besoins des équipes en priorité. Est-ce que c'est sur la gestion justement des priorités? Est-ce que c'est au niveau managériel que ça pêche? Est-ce que c'est au niveau de l'organisation du temps de travail? En tout cas, de choisir vraiment ces chantiers et une fois qu'on a identifié ces chantiers-là, c'est de pouvoir agir concrètement dessus, soit en mettant en place des changements en interne de façon structurée, voire parfois de façon accompagnée, soit aussi en accompagnant les salariés sur une montée en compétences via de la formation par exemple, ou aussi via des formats parfois un peu plus courts, mais très pratico-pratiques, sur des sujets en lien par exemple avec la communication non violente, avec la gestion du stress et de l'anxiété au travail, avec la gestion des priorités, etc. Est-ce que vous avez des questions sur cette slide et sur ces explications? Ça vous semble clair? Ok. Je vois des petits hochements de tête. N'hésitez pas, surtout. Et donc, si vous êtes d'accord, je vous propose soit, alors n'hésitez pas encore une fois si vous voulez mettre vos micros ou via le chat, n'hésitez pas à exprimer aussi quelques attentes que vous pouvez avoir justement en matière de qualité de vie et de conditions de travail, que ce soit pour la semaine de la QVCT spécifiquement, ou que ce soit aussi d'ailleurs de manière générale, sur des idées ou des changements que vous avez projeté potentiellement de mettre en place. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, je vous prends un petit peu au dépourvu, mais si en tout cas il y a des idées qui vous viennent au fur et à mesure du webinaire, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Moi, je pourrais y revenir notamment si vous avez des questions et surtout, ça pourrait aussi potentiellement inspirer des personnes qui participent à l'échange. Alors, je vais vous présenter ici quelques chiffres justement en lien avec la qualité de vie et conditions de travail et qui, je l'espère, vont vous convaincre que c'est une notion assez importante dans la vie de l'entreprise puisque aujourd'hui, donc il y a plusieurs études qui le montrent, on a mis une référence ici, mais il y a en moyenne, quand on considère la QVCT comme un sujet important et quand on agit réellement dessus, plus 12% de productivité quand les salariés se sentent bien au sein de l'entreprise, quand ils se sentent épanouis et heureux et quand ils ont envie d'évoluer dans l'entreprise. La qualité de vie et conditions de travail aussi, c'est un facteur important d'attractivité, de fidélisation, c'est un facteur important de recrutement, puisque aujourd'hui, on le sait, de plus en plus de candidats, et il y a aussi un gros impact générationnel là-dessus, vont regarder clairement là où se situe l'entreprise d'un point de vue conditions de travail, que ce soit sur la flexibilité, sur le télétravail, mais aussi sur l'ambiance de travail, sur le management en place. Aujourd'hui, il existe des référentiels, d'ailleurs, il y a pas mal d'entreprises qui sont référencées là-dessus, comme par exemple sur Glassdoor, qui recueillent l'avis de collaborateurs ou d'anciens collaborateurs qui sont passés dans les entreprises et qui émettent un petit peu un avis, des notes ou des choses plus qualitatives sur ce qui s'est passé, sur ce qu'ils ont ressenti sur l'entreprise et surtout qui donnent des informations sur dans quelle mesure ils recommandent ou non l'entreprise comme une entreprise où il fait bon vivre. Donc ça, c'est des éléments, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais qui sont de plus en plus consultés aussi par les candidats. Il y a certains secteurs d'activité dans lesquels, on le sait, c'est pas simple de recruter. Je parlais du soin tout à l'heure, ça en fait partie. Mais effectivement, le fait entre deux établissements qui proposent, par exemple, à salaire égal, et un qui va parler très clairement sur la phase de recrutement de ce qui est mis en place d'un point de vue qualité de vie et conditions de travail, des avantages, du dialogue social, etc., c'est aussi clairement un très gros point fort par rapport à une structure qui ne le ferait pas.
Pareil, j'ai aussi l'exemple d'un secteur d'activité dans lequel il est difficile de recruter, non pas parce que les conditions de travail sont difficiles, mais plutôt parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'offres d'emploi versus assez peu de personnes très bien formées, notamment dans le domaine de la cybersécurité. Là, c'est pareil, clairement, de montrer patte blanche et de montrer qu'on agit concrètement pour le bien-être de ses collaborateurs, ça a un impact justement sur le recrutement et sur l'attractivité de l'entreprise. Et puis, effectivement, avant-dernier chiffre, 43% d'engagement en lien avec la stratégie de qualité de vie et conditions de travail. Et enfin, 60% des collaborateurs disent se sentir plus motivés au travail quand leur employeur prend en compte, eh bien, tout simplement, l'impact du travail sur la santé mentale et physique. Donc voilà pour les données chiffrées. Donc nous, effectivement, comme on a commencé à l'exprimer en tout à l'heure, chez moi, on considère que une démarche de qualité de vie et conditions de travail, c'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon qui nécessite de bien comprendre quels sont les enjeux de l'entreprise et quels sont les enjeux des collaborateurs avant d'agir sur le long terme et de manière durable. Effectivement, la QVCT, c'est pas qu'une affaire de RH, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est important d'impliquer toutes les parties prenantes de l'entreprise. À titre d'exemple, nous, certes, on commence assez régulièrement nos accompagnements, c'est pas systématique, hein, avec une enquête qui permet vraiment d'objectiver la perception de la qualité de vie, conditions de travail. Mais avant toute chose, en fait, on va rencontrer les équipes. Et on a vu vraiment un impact assez criant sur les taux de participation aux enquêtes, on rencontre l'équipe, on leur explique la démarche, on leur explique ce qu'on va faire ensemble, pourquoi c'est important qu'ils s'impliquent, etc., versus on ne le fait pas, et ça a un gros impact quand même sur le taux de participation aux enquêtes. Donc, hyper important aussi de communiquer, d'impliquer tout le monde et d'être aussi en transparence sur ce qui va ressortir, un petit peu par exemple d'une enquête ou de choses comme ça, mais d'impliquer vraiment toutes les parties prenantes de l'entreprise pour avancer ensemble. Donc ça, c'était bon. Et donc, ici, voilà un petit peu la méthode que je voulais vous proposer pour la semaine de la QVCT, mais qui peut aussi s'appliquer à votre stratégie QVCT. C'est important d'ailleurs de repartir avec cette idée-là. Effectivement, la première grande étape, ça va être d'identifier clairement les besoins des collaborateurs. Pour ça, différentes façons de faire, soit, par exemple, ça peut être au cours même des entretiens annuels, il y a une partie qui est dédiée justement à la qualité de vie, conditions de travail et aux attentes, pour permettre déjà d'évaluer aussi qui a besoin de quoi, est-ce qu'il y a des sujets qui reviennent régulièrement, etc. Ça peut être via des enquêtes avec des partenaires externes, mais ça peut être aussi des enquêtes qu'on mène en interne au sein de l'entreprise avec les bons outils et avec les bonnes capacités d'analyse. Ça peut être avec des ateliers de co-construction ou de co-développement. Il y a plein de façons aujourd'hui d'identifier les besoins des collaborateurs. Et à mon sens, c'est une étape qui est assez indispensable pour justement ne pas mettre un coup d'épée dans l'eau ou du moins d'agir là où il n'y a pas forcément le besoin. Donc voilà, en tout cas, première étape assez indispensable. Deuxième étape, une fois qu'on a analysé très concrètement les besoins, mettre en place un plan d'action, d'avoir vraiment un fil rouge entre j'ai détecté tel et tel besoin, je vais agir de telle façon et je vais le communiquer comme ça. C'est important aussi de créer du lien avec les équipes. Admettons que vous mettiez en place une enquête interne pour identifier les besoins, identifier la perception de la QVCT. C'est important aussi derrière, quand vous allez proposer les actions auprès de l'équipe, de faire du lien entre les deux, d'être en transparence sur voilà ce qui est ressorti de l'enquête, et donc ça nous semble important de mettre en place telle ou telle action. Que ce soit, encore une fois, des changements internes à mettre en place, ou que ce soit aussi des actions de type intervention, atelier, formation à déployer auprès des équipes. Effectivement, là où c'est parfois le plus complexe, c'est sur le passage à l'action. On a identifié les besoins et ensuite, on sait où on va. D'accord ? On sait quelle thématique on veut animer, on sait quel changement on veut mettre en place. Ok, mais parfois, le passage à l'action est un petit peu complexe, on ne sait pas par où commencer, etc. Effectivement, nous, on a aussi des méthodologies qui nous permettent, avec les bons experts, d'intervenir sur des thématiques comme, on le disait tout à l'heure, le management, comme par exemple des thématiques en lien avec la santé mentale, physique et relationnelle des collaborateurs. Et donc, dans l'idée, c'est vraiment de décharger aussi
souvent les professionnels RH qui vont être clairement en lien, qui vont être en charge plutôt de l'organisation ensuite des événements. Même si la QST, c'est l'affaire de tous, on observe quand même assez souvent que c'est plutôt l'équipe RH qui gère la partie opérationnelle et gestion des interventions derrière, que ce soit encore une fois pour la semaine de la QST ou que ce soit aussi de manière un petit peu plus générale sur la stratégie globale. Et puis, une étape qui est souvent oubliée, mais qui est aussi très, très importante, c'est une fois qu'on a mis en place ces actions, qu'est-ce qui se passe? Il faut évaluer dans tous les cas la satisfaction et l'impact vis-à-vis de ces interventions. À titre d'exemple, certains indicateurs qui peuvent être très utiles, c'est déjà la satisfaction globale vis-à-vis, par exemple, d'un atelier. On va se focaliser sur un atelier sur la communication non violente. Dans quelle mesure le contenu était vraiment adapté à mon secteur d'activité et aux situations que je vis vraiment dans mon travail de tous les jours. Par exemple, ce ne serait pas du tout pertinent d'animer un atelier sur la communication non violente de la même manière auprès d'une équipe relation client qu'auprès de professionnels qui travaillent en EHPAD. Ce pas du tout les mêmes enjeux, ce pas les mêmes situations de travail. Et donc, dans quelle mesure le contenu d'un atelier, d'une formation était adapté à ce que vivent les professionnels au quotidien. Autre élément important, un indicateur ici plutôt en lien avec la mesure d'impact, dans quelle mesure les personnes qui ont assisté à la formation, à l'atelier, considèrent que ce dernier ou cette dernière va avoir un impact positif sur leur santé et leur bien-être au travail. Dans quelle mesure ils considèrent qu'ils vont mettre en pratique aussi. Ça, c'est hyper important d'avoir un suivi dans le temps de la mise en pratique de ce qui va être abordé pendant ces différentes interventions. Donc ça, c'est quelques exemples d'indicateurs, mais on peut les décliner de façon très différente. Satisfaction en lien avec la communication, satisfaction en lien avec tout simplement l'expert aussi qui intervient. Parfois, on a le bon programme, mais il faut aussi que ça matche avec le bon expert qui a une certaine sensibilité aussi à un secteur d'activité en particulier. Donc voilà, en tout cas, sur cette méthodologie. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Je ne pense pas. Ça ne marche pas pour l'instant, en tout cas. Très bien. Et donc, effectivement, chez Moan, on a créé un outil qui permet assez simplement et de façon assez intuitive de créer sa semaine de la QVCT sur mesure. Et donc, l'objectif étant d'identifier, en tout cas en fonction d'un certain nombre de critères, à la fois des besoins qu'on a pu détecter, mais aussi, par exemple, en fonction de son budget, en fonction de ses contraintes spécifiques, de mettre en place, en tout cas, une semaine de la QVCT qui est pertinente et de pouvoir choisir aussi ses thématiques globalement, derrière, qu'une fois qu'on a opéré ce choix, qu'on puisse passer la main à des personnes qui vont gérer toute la partie opérationnelle pour nous. Donc voilà en tout cas ce qu'on a pu construire comme outil. Typiquement, dans cet outil-là, on va pouvoir choisir dans quelle mesure on veut organiser une semaine de la QVCT en présentiel, en distanciel. On va pouvoir aussi choisir le nombre d'interventions, le nombre de jours, le budget, les différentes thématiques que l'on souhaite aborder, etc. D'accord, avec un accompagnement vraiment d'une personne qui va être en gestion de projet et qui va clairement décharger aussi, souvent, alors c'est pas toujours le cas, il y a aussi des entreprises dans lesquelles il y a des responsables QVCT, mais souvent les professionnels RH dans les faits de ces aspects vraiment de gestion organisationnelle. Et par rapport à cet outil-là, on pourra vous le retransmettre, mais je vous ai mis ici le petit QR code. Si jamais vous voulez y accéder ou sauvegarder le lien pour plus tard, vous pouvez y accéder facilement. Hop. Je regarde le temps, histoire de laisser un petit peu de temps pour les questions et pour la conclusion tout à l'heure, parce qu'on doit vous parler aussi de la formation avec Léonore. Et donc, voilà, en tout cas, moi, ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui sur la semaine de la QVCT, ce que vous devez retenir, je pense, à l'issue de ce webinaire, c'est la semaine de la QVCT, c'est poser les premières briques de sa stratégie. Ça ne doit pas être que de l'intervention pour dire de faire quelque chose et d'animer sa semaine. Ça doit vraiment avoir un impact durable. On peut mettre en place une méthodologie qui est efficace pour à la fois identifier les besoins, être
efficace aussi sur la sélection des thématiques et évaluer l'impact et la satisfaction de sa semaine de la QVCT. La QVCT, c'est l'affaire de tous, d'accord? Donc, c'est pas que l'affaire des professionnels RH. Et la dernière chose que vous devez retenir, c'est que la qualité de vie et conditions de travail, c'est pas qu'une semaine dans l'année, mais c'est tout au long de l'année. Et donc, voilà, on est là en tout cas pour vous y accompagner si besoin. Et ici, juste pour présenter un petit peu l'équipe. Donc, je ne suis pas toute seule chez moi. Il y a aussi donc Quentin et Valentin qui sont les deux cofondateurs de l'entreprise, qui sont présents au quotidien, et on travaille aussi avec un réseau d'experts qui nous permet d'intervenir au sein des entreprises et de les accompagner aussi tout simplement sur leur stratégie. Je ne pourrais pas m'en sortir toute seule, j'ai besoin d'eux, donc ils sont aussi présents à nos côtés. Voilà. Alors, il y a une question sur l'envoi de la présentation. Je pense que ce sera possible, hein. Ouais. En tout cas, moi, il n'y a pas de souci de mon côté. Et puis, de toute façon, le webinaire est enregistré, mais je pense, ouais, tout à fait. Donc, voilà pour moi. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Et sinon, je vais laisser donc la main à Léonore pour la conclusion et pour parler un petit peu de la formation. Merci beaucoup Ophélie. Et effectivement, on va vous envoyer la présentation dans un second temps. Je vais reprendre la main sur le PowerPoint pour continuer justement avec la formation. Est-ce que tu veux en dire quelques mots, Ophélie, sur la formation Oui, tout à fait. Alors du coup, on a co-créé avec le réseau Alliance une formation qui s'appelle Construire sa stratégie QVCT ou devenir référent QVCT. L'objectif étant de former des personnes en interne dans les entreprises pour les rendre autonomes sur la mise en place de leur stratégie avec les méthodes que j'ai présentées tout à l'heure. Effectivement, nous, on accompagne les entreprises à mettre en place cette méthode. Mais notre objectif, c'est aussi de les rendre autonomes et donc d'avoir des personnes en interne qui sont en capacité d'évaluer les objectifs, les enjeux de l'entreprise, qui sont en capacité de sélectionner, de déployer et d'analyser les bons outils, par exemple enquête, etc., et qui sont en capacité aussi de gérer et d'alimenter et de réaliser un plan d'action qui va être en lien, certes, avec la qualité de vie et conditions de travail, mais qui va aussi être en lien avec la prévention des risques professionnels et le DUERP. Donc, l'objectif de la formation, si je dois le résumer en une phrase, c'est de rendre des personnes autonomes au sein des entreprises pour animer leur stratégie de qualité de vie et conditions de travail. Et c'est une formation qui se déroule du coup sur 2 jours, qui ne sont pas forcément consécutifs, et qui se fait donc en inter-entreprise. Donc, ça veut dire que des personnes sont formées avec d'autres personnes qui sont ou non du même secteur d'activité. Donc, c'est une formation qui se veut aussi beaucoup orientée sur l'échange et le partage de solutions. Donc voilà. On l'a déjà animé d'ailleurs sur une première édition en 2024 avec des secteurs d'activité très différents, mais les échanges avaient été très, très intéressants et très complémentaires. Merci beaucoup Ophélie, effectivement. Donc si vous avez besoin, si vous voulez plus d'informations, on vous mettra le contact privilégié. Dans tous les cas, vous aurez notre adresse avec Ophélie. On continue un peu sur les mêmes sujets. Alors on ne vous a pas donné tous les prochains rendez-vous Réseau Alliance qui sont assez nombreux, mais 2 prochains rendez-vous qui peuvent vous intéresser aujourd'hui. Alors le jeudi 22 mai, on a un déjeuner rencontre des référents RH et inclusion donc dans un restaurant de la Melle. Il s'agit d'un déjeuner convivial entre pairs pour partager vos bonnes pratiques, échanger autour de ces thématiques RH, inclusion et diversité. On aura le témoignage de Justin Marquand de chez OVH. Donc c'est plutôt à destination des référents RH et inclusion, je le disais. Alors attention, cet événement il n'est pas à l'agenda. Vous pourrez prendre contact avec notre collègue Cécile dont les coordonnées sont affichées. Et un atelier cette fois-ci mardi 17 juin. Donc un atelier certes à destination des RH, oui pardon, mais également des managers ou tout simplement celles et ceux qui sont concernés par la qualité de vie au travail. Là on est sur un atelier interactif et concret animé par une psychologue du travail du SSTRN pardon, autour de la prévention des risques psychosociaux, de la gestion du stress et de la charge mentale. Cet atelier, vraiment, il a pour objectif de prendre du recul sur les facteurs de stress au travail, de mieux comprendre les mécanismes qui impactent le bien-être des collaborateurs au quotidien, de vraiment découvrir des clés, des outils simples pour agir, pour vous permettre d'agir en entreprise et encore une fois d'échanger en collectif sur les pratiques efficaces pour soi, pour les équipes, etc. Je vois qu'on a une question
je crois que tu y as répondu, Ophélie, directement. Non, je viens d'y répondre. Effectivement, j'ai remis du coup le lien pour accéder aux informations pratiques sur la formation et notamment la tarification. Et effectivement, il est possible de former plusieurs personnes au sein de la même entreprise. Tout à fait. Ouais, on vous remettra exactement le lien que tu as mis dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions, interrogations autres? On arrive à la fin de cette petite heure passée ensemble. N'hésitez pas à couper, pardon, à reprendre vos micros si vous voulez parler directement ou alors à nous interpeller dans le chat. S'il y a des interrogations, des apports, des ajouts, n'hésitez pas. Je pense qu'on est bon. Ouais. En tout cas, Et merci à toi, du coup, Léonore. Et puis, bah, merci à tout le monde pour votre présence, votre écoute. Et puis, voilà, n'hésitez pas. Bonne journée, du coup, à ceux qui le disent déjà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut rester encore quelques minutes avec vous. merci beaucoup à toi, Ophélie. Merci de ta présence. Et merci à tous.